Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Morgane vous parle et aujourd'hui c'est notre premier podcast. Donc amoureux de l'histoire et de la culture, je vous invite à prendre vos écouteurs, un plaid, une petite boisson, mettez-vous à l'aise et on va parler des empires avant 1914. Le premier empire que nous allons voir c'est l'empire allemand. C'est le plus jeune de tous. Il est créé en 1871 par Bismarck, qui est une sorte de premier ministre du Kaiser, donc de l'empereur Guillaume II. Cet empire va devenir inquiétant pour les autres puissances, aussi bien coloniales que impériales, comme l'empire russe et l'empire anglais. Alors les Anglais vont avoir du mal de trouver un rival, à toute proportion gardée, sur le domaine de l'Afrique australe et également sur les questions maritimes. On a un empire allemand qui se réarme, qui se modernise, qui, après sa victoire de 1871, va devenir un acteur majeur en Europe, mais qui aimerait devenir également un acteur majeur mondial. De ce fait, l'empire allemand va signer une alliance avec l'empire austro-hongrois et l'empire ottoman. Avec l'empire austro-hongrois, c'est une proximité et linguistique, puisqu'il parle la noblesse austro-hongroise parle allemand, et il y a un passif entre les Habsbourg et la maison du Kaiser. Et pour la question ottomane, en fait, les Allemands vont fournir des instructeurs et du matériel militaire afin d'aider un empire déjà malade. Ce qui me permet de faire une transition vers un autre empire, qui est l'empire austro-hongrois, qui est dirigé par la maison des Habsbourg, qui est un empire multiethnique et multireligieux. Alors, multiethnique puisque austro-hongrois, dans austro ça veut dire autrichien, hongrois, hongrois tout simplement, mais on a toute une multitude de peuples qui composent cet empire, comme les Croates, les Tchèques, les Slovaques, les Slovènes, les Ruthènes, les Ukrainiens, les Polonais, des Bosniaques également. Et on a trois grandes religions qui vont se côtoyer, les catholiques, les orthodoxes, des protestants et également une forte minorité juive. C'est un État qui a des carences sur le plan militaire puisque les soldats doivent apprendre l'allemand. L'allemand est la langue officielle, donc les nobles et également les officiers parlent allemand, mais ce n'est pas le cas des hommes de troupe. Ça aura des conséquences sur le front, on verra ça ensemble. Et surtout, l'Empire austro-hongrois a des points de friction dans la poudrière de l'Europe, qui sont les Balkans, donc notamment en Serbie. L'Empire doit affronter des velléités nationalistes venant de tous les peuples, notamment des peuples plutôt balkaniques, comme les Bosniaques et les Serbes, voire même l'idée d'une Yougoslavie, d'un État des Slaves du Sud, commence à émerger. Et ce positionnement, cette friction amènera en fait au premier conflit mondial, puisque c'est un nationaliste serbe qui va déclencher la Première Guerre mondiale avec l'attentat de Sarajevo, qu'on reverra ensemble. En fait, les Serbes sont soutenus par la Russie, et un autre empire que nous allons aborder, un empire orthodoxe, donc les Serbes sont orthodoxes, et ils se sentent menacés par un empire austro-hongrois qui ne l'est pas forcément. Ce qui me permet de faire une transition avec l'empire russe de Nicolas II, qui lui est un empire en manque de modernité, qui est vaste, qui part de Saint-Pétersbourg et qui finit à Vladivostok. Donc Vladivostok, c'est la frontière avec le Japon et la Chine, hein. Donc c'est un empire vaste qui n'est pas modernisé. Les villes se modernisent, mais les campagnes restent quand même relativement pauvres et démunies de moyens. On a un empire qui est dirigé par un autocrate, Nicolas II. Il va réprimer par le sang la révolte de 1905. Ça va avoir pour conséquence de créer une défiance du peuple envers les élites russes. Ça va aboutir également à la création et au renforcement de mouvements révolutionnaires qui auront un rôle à jouer à la fin de la Première Guerre mondiale, on en rediscutera. Et on a un empire qui, aux veilles de 1914, n'est pas au point sur le plan militaire, qui est trop resté dans cette doctrine, qui a subi une défaite contre le Japon en 1905. Alors ça pourrait paraître fou, mais effectivement, le petit empire du Japon
a poutré littéralement l'Empire russe, notamment sur des batailles navales, puisque les doctrines russes n'ont pas évolué depuis la fin du 19e siècle. Et on a un empire qui, aux veilles de la Première Guerre mondiale, n'est pas du tout prêt à se conflit. Et vous verrez que ce n'est pas la seule nation. Par la suite, on va aborder un autre empire, alors de l'autre côté de la Manche, ça s'appelle le Royaume-Uni. C'est un empire colonial qui est basé en Afrique, en Asie, en Océanie. Donc l'Australie, on a l'Australie, les Indes, plusieurs territoires en Afrique, le Canada. Cet empire, c'est le plus grand empire avant 14. Il règne sans conteste sur les mers, bien qu'on a un empire allemand qui commence à les tatiller un petit peu. Et on a un empire qui est quand même fait pour la guerre, qui conçoit ça, qui va sortir de plusieurs guerres avant, notamment contre les Zoulous, dans l'Afrique du Sud, qui vont avoir une certaine expérience militaire, qui vont aller chercher des alliances pour contrebalancer avec l'alliance centrale. Ils vont aller chercher des alliances avec les Français, avec les Russes notamment, ce qui crée la triple alliance, qui vont se heurter à la triple entente, qui sont les empires centraux, austro-hongrois, allemand et ottoman. Donc voilà pour le Royaume-Uni, qui est du coup à l'époque le number one, je dirais, des empires avant 1914. Et puis on va terminer ce podcast par le malade de l'Europe, qu'on appelle l'Empire ottoman, qui a été l'un des plus grands empires du monde après l'Empire mongol et l'Empire romain. C'est un empire qui a régné sur une grande partie de la Méditerranée, puis également au Moyen-Orient, qui a mal vieilli. En fait, ils ne se sont pas modernisés. L'Empire ottoman a eu un schéma relativement similaire à l'Empire russe, et qui, eux, sont confrontés à des mouvements nationalistes très organisés, linguistiques et religieux. On parle de mouvements arméniens, on parle de mouvements arabes. J'en parle puisque ces mouvements auront un rôle prédominant dans la guerre qui va suivre. Ça va être sanglant, je vous cache pas, hein. Mais on a un empire qui, malgré l'aide allemande et malgré le soutien accru de la triple entente, ne décollera pas sur le plan militaire, tout simplement. Alors, ce qu'il faut retenir un petit peu de cette période-là, c'est qu'en fait, on est à une heure charnière de l'Europe. Le Royaume-Uni est une nation établie, un empire établi. L'empire allemand est un jeune tigre, on peut le qualifier comme ça, c'est un jeune empire ambitieux. On a l'empire austro-hongrois qui est divisé, hein, il faut dire les choses, qui tend à la division par les mouvements nationalistes. On a un empire russe qui est archaïque, qui peine à se moderniser, et on a un empire ottoman qui est très clairement malade. C'est l'homme malade d'ailleurs, hein, c'est son golibet, je dirais, qui peine en fait à retrouver un semblant d'équilibre et qui pourrait bien disparaître par lui-même. À la veille de 1914, on a deux blocs. L'un qui est la triple entente, qui est composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire ottoman. Et l'autre qui est la triple alliance, qui fait partie donc de la France, du Royaume-Uni et également de l'Empire russe. Ce qui va créer un conflit sur plusieurs fronts, que nous allons voir ensemble. Et au sein même de ces empires, des mouvements internes vont modifier l'ordre mondial et également conditionner les frontières futures. Je vous remercie de votre attention, c'était mon premier podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour corriger des points. Je ne suis pas historien, je suis passionné d'histoire, donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir me parler. J'enregistre avec le micro de mon téléphone, c'est mes premiers podcasts, donc tout peut être corrigé, amélioré. Je vous remercie de votre attention, prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine production, le prochain podcast qui va parler de la France, Cocorico, de la Belgique, n'est-ce pas, et du Luxembourg.